À la lecture du testament, mon fils et sa femme célébraient déjà leur victoire. Ma belle-fille m'a chuchoté, « Fais tes valises, je te donne 24 heures pour dégager. » Mon fils ne me regardait même pas, mais soudain, le notaire les a arrêtés. « Pardon, je n'ai pas lu la dernière ligne. Votre mari n'a laissé la maison à aucun de vous. Il a laissé un enregistrement vidéo. Regardez l'écran. Votre fils va maintenant découvrir que nous savons tout sur lui. Bonjour, chers auditeurs. Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous demander une faveur. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez. Cela aide beaucoup notre communauté à grandir. Maintenant, installez-vous confortablement. Bonne écoute. La maison sentait l'encens et les lys fanés. Une odeur douceâtre et épaisse qui semblait se déposer sur les vêtements comme une lourde poussière. Je me tenais près de la fenêtre du salon, regardant les nuages gris s'amonceler au-dessus de la colline des marchands. Les miroirs, recouverts d'un tissu épais, ne reflétaient rien, mais je savais de toute façon que j'étais devenu semblable à une ombre. Aux funérailles de mon propre mari, je n'étais pas la maîtresse de maison, mais un décor, un vieux meuble qu'on avait oublié de sortir avant l'arrivée des invités importants. Ardalion, mon fils, se tenait au centre de la pièce. Il portait un costume noir impeccable, taillé sur mesure, et cette expression faciale qu'il avait perfectionnée au fil des années de service dans l'administration régionale, affligée mais pleine d'une dignité contenue. Des gens s'approchaient de lui, des fonctionnaires, des promoteurs immobiliers, des personnes influentes que je n'avais jamais vues chez nous du vivant de Piotr. Il lui serrait l'épaule, hochait la tête, parlait de perte irréparable. Personne ne s'approchait de moi. Pour eux, j'étais juste une vieille femme en foulard noir, une veuve dont le temps était écoulé avec le dernier battement de cœur de son mari. Je reculai d'un pas dans l'ombre du lourd rideau lorsque j'entendis le claquement des talons. Lilia, ma belle-fille. Elle flottait dans la pièce comme un cygne noir, savourant l'attention générale. Elle portait une robe noire moulante, trop décolletée pour un deuil, mais parfaite pour les chroniques mondaines. Elle s'approcha d'Ardalion, le prit par le bras et, se penchant vers son oreille, se mit à chuchoter. Leur voix était basse, mais mon oui, affiné par 40 ans de travail dans le silence des archives judiciaires, capta chaque mot. « Quand pourrons-nous commencer les rénovations » demanda-t-elle, sans même me regarder. « Cette maison est une crypte, et cette annexe où ta mère garde ses paperasses. C'est un cauchemar en matière de sécurité incendie. » Ardalion grimaça, comme s'il avait mal aux dents, et vérifia l'heure sur sa montre de luxe. « Patiente, Lilia. Demain, c'est la lecture du testament. Après ça, les bulldozers pourront arriver dès le soir. On démolira ce bureau en premier. J'ai besoin d'espace pour une salle de billard. Quelque chose se serra dans ma poitrine, froid et aigu. Mon bureau, ma salle de guerre, comme le plaisantait Piotr. Là, dans des fichiers parfaitement organisés, se trouvait l'histoire non seulement de notre famille, mais aussi de la moitié de la ville. Pendant 40 ans, j'ai été chef de la chancellerie du tribunal de district. Je connaissais chaque alinéa du code civil, chaque virgule des normes de procédure. Les juges changeaient, les secrétaires allaient et venaient, mais moi, je restais. J'étais celle qui leur envoyait silencieusement les dossiers pour révision, signalant les erreurs de date et de formulation. Ils pensaient que j'étais juste une vieille femme pédante, une greffière de fer, mais c'est ma pédanterie qui sauvait leur carrière de la honte des appels. Et maintenant, mon fils, la chair de ma chair, voulait démolir tout cela pour une table de billard. Je n'ai pas émis un son. J'avais appris à être invisible. Au tribunal, les émotions sont une faiblesse. Seuls les faits ont du poids. Le lendemain, nous étions assis dans le bureau d'Alexei Lvovitch, notaire et vieil ami de Piotr. Le bureau était imprégné de l'odeur du vieux papier et du tabac de luxe. Une odeur qui m'avait toujours apaisé. Alexei Lvovitch, un homme corpulent à la barbe grise, était assis derrière un bureau en chêne massif, triant des documents. Il évitait de me regarder dans les yeux, et cela m'inquiétait plus que l'hostilité ouverte de ma belle-fille. Ardalion était avachi dans un fauteuil, croisant les jambes en maître des lieux. Lilia était assise sur le bord de sa chaise, prête à bondir à tout moment. Finissons avec les formalités, Alexei Lvovitch lança Ardalion en regardant le plafond. J'ai une réunion à 3 heures. Le notaire retira lentement ses lunettes, les essuya avec un mouchoir et les remit. La procédure est la procédure, Ardalion Petrovitch. Il commença à lire.
des phrases standards. Un langage juridique sec qui, pour moi, sonnait comme de la musique. Les comptes, les actions, la voiture. Tout revenait au fils. J'étais assise droite, sentant le dossier de la chaise pressé contre ma colonne vertébrale. Je n'attendais aucune pitié. Piotr avait toujours dit qu'Ardalion devait maintenir son statut, et que peu me suffisait. Ainsi que la maison d'habitation et le terrain, situés à l'adresse. La voix du notaire trembla. Lilia ne put se retenir. Elle plongea la main dans son immense saké, avec un pop retentissant qui sonna comme un coup de feu dans le silence du bureau, déboucha une petite bouteille de champagne. La mousse pétilla, coulant le long du goulot. Enfin, souffla-t-elle, sans aucune gêne. Elle se tourna vers moi, et dans ses yeux, je ne vis pas de triomphe, but un pur mépris. Elle se pencha et chuchota de manière à ce que seul moi puisse l'entendre. Fais tes valises, Vera Ilynichna. Je te donne 24 heures pour dégager. Pas de carton, juste tes affaires personnelles. Le reste ira à la décharge. Ardalion ne la réprimanda même pas. Il était déjà en train de taper des messages sur son téléphone, disposant mentalement de son héritage. Je restais silencieuse. Il n'y avait pas de larmes en moi. Seulement une clarté froide. 24 heures. Selon l'article de loi sur l'expulsion, même en cas de changement de propriétaire, un résident enregistré a au moins un mois, sauf décision contraire du tribunal. Elle bluffait, mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Pardon. La voix d'Alexei Lvovitch retentit, étonnamment ferme, couvrant le pétillement du champagne. Je n'ai pas lu la dernière ligne. Lilia se figea, la bouteille en l'air. Ardalion leva les yeux de son téléphone. Quelle ligne, demanda-t-il, irrité. Mon père m'a toujours tout laissé. C'est la tradition. Votre mari, Piotr? Le notaire me regarda droit dans les yeux, et dans son regard, je vis un profond respect et, me semblait-il, de la compassion. N'a laissé la maison à aucun de vous. Il a laissé une disposition et un enregistrement vidéo. Alexei Lvovitch appuya sur un bouton de la télécommande. Un écran blanc descendit du mur, et le projecteur s'anima en bourdonnant. Le visage de Piotr apparut. Il était assis dans son fauteuil, celui-là même qu'Ardalion voulait jeter. Piotr avait l'air fatigué, la maladie avait déjà pris le dessus, mais ses yeux étaient clairs et durs. Ardalion, la voix de mon mari remplit la pièce, faisant sursauter Lilia. Tu pensais que j'étais aveugle? Tu pensais que je ne voyais pas d'où venait l'argent de tes entreprises et pourquoi les fonds du budget de la ville disparaissaient? Le silence devint si profond que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. Ardalion pâlit. C'est absurde, siffla-t-il. Je laisse la décision entièrement à ma femme, Vera, continua Piotr depuis l'écran. Elle est la seule à connaître la combinaison du coffre-fort. Mais plus important encore, Ardalion, elle est la seule à savoir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne lui laisse pas la maison, je lui laisse les archives et le droit de décider quoi en faire. Regardez l'écran. Votre fils va maintenant découvrir que nous savons tout sur lui. L'image changea. Un document scanné apparut à l'écran. C'était un plan de notre domaine, sur lequel un tampon d'autorisation de démolition était apposé à l'encre rouge. Ardalion bondit. C'est un faux. Éteignez ça immédiatement. Je ne regardais pas mon fils. Mon regard, habitué à déceler la moindre incohérence dans des milliers de dossiers, était rivé sur l'écran. Je vis la date sur le tampon, il y a 3 mois. La signature était celle d'Ardalion. Il avait planifié la démolition du vivant de son père. Mais ce n'est pas cela qui fit manquer un battement à mon cœur, avant qu'il ne se remette à battre d'un rythme régulier et martial. Le sceau. Le sceau officiel rond qui authentifiait l'autorisation. Il portait l'inscription au département d'architecture du district de Lénine. Je sentis les coins de mes lèvres esquisser un sourire à peine perceptible. Le district de Lénine avait été administrativement supprimé et rattaché au district central il y a 5 ans. Le sceau n'était pas valide. Le document était juridiquement nul. Mon fils, ce grand politicien, n'était pas seulement cruel, il était négligent. Et dans mon monde, la négligence est une condamnation. Une fureur professionnelle, froide et pure, commença à monter en moi, chassant le chagrin. Je compris que la bataille ne faisait que commencer. C'est un montage, hurla Ardalion. Sa voix monta dans les aigus,
brisant l'image de fonctionnaire respectable qu'il avait mis des années à construire. Alexei Lvovitch, vous êtes de mèche? C'est un faux grossier. Mon père n'était pas dans son état normal ces derniers jours, il était sous morphine. Il arpentait le bureau, s'agrippant au dossier d'une chaise, au bord de la table, comme si le pont d'un navire tanguait sous ses pieds. Lilia était figée, son visage couvert de plaques rouges. La bouteille de champagne dans sa main semblait maintenant ridicule, comme un jouet apporté à des funérailles. J'étais assise, immobile. À l'intérieur de moi, un changement s'était opéré, silencieux comme le tour d'une clé dans une serrure bien huilée. Mon fils n'est pas seulement cruel, il est juridiquement illettré. Il a apposé sa signature sur un document portant le sceau d'une administration inexistante. Il prévoyait de détruire des preuves sans même vérifier si elles avaient une valeur légale. Pendant 40 ans, j'ai vu des gens comme ça. Ils pensent que le pouvoir est un bouclier, mais ils oublient que la loi est une épée. Et cette épée était maintenant entre mes mains. Je me levai lentement. La chaise ne grinça pas. Je savais comment me lever sans bruit pour ne pas déranger le juge pendant la lecture du verdict. Un silence lourd et visqueux s'installa dans le bureau. Ardalion s'interrompit au milieu d'une phrase, se tournant vers moi. Dans ses yeux, je ne vis pas de peur, mais de la stupéfaction. Le meuble avait soudain commencé à bouger tout seul. La clé du coffre. Ma voix était neutre, sans tremblement. Ce n'était pas la voix d'une mère. C'était la voix de la chef de la chancellerie renvoyant une plainte pour vice de procédure. Tu n'as pas besoin de la clé, Ardalion. Il cligna des yeux, essayant de s'adapter. Maman, ne commence pas. Donne la clé, et nous? Tu n'as pas besoin de la clé, répétai-je en faisant un pas vers lui. Tu as besoin d'un mandat de perquisition, et tu n'as aucune base légale pour l'obtenir. Je me tournai vers le notaire, qui me regardait par-dessus ses lunettes avec un sourire à peine perceptible. Alexei Lvovitch, je vous prie de consigner au procès-verbal que j'accepte les fonctions d'exécutrice testamentaire et de dépositaire de la volonté du défunt dans leur intégralité, y compris la gestion des archives. Je vous prie de m'envoyer une copie du procès-verbal par courrier électronique dans l'heure. Sans attendre de réponse, je sortis du bureau. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée soigneusement jusqu'au déclic. Le chemin du retour s'est déroulé comme dans un brouillard, mais mon esprit fonctionnait avec une clarté absolue, écartant les émotions superflues. En rentrant au manoir, je n'ai pas enlevé mon manteau. J'ai traversé le salon, où flottait encore le parfum de Lilia, et je me suis dirigé directement au bout du couloir vers la lourde porte en chêne de mon bureau. J'ai tourné la poignée. L'air à l'intérieur était frais et sentait le vieux papier, la cire à cacheter et la poussière. L'odeur de l'ordre. Le long des murs s'élevaient des étagères remplies de classeurs. Ici, dans ces boîtes en carton, était conservée la chronique de la vie de la ville, les litiges fonciers des années 90, les privatisations illégales des années 2000, les procès-verbaux des conseils d'urbanisme. Piotr rassemblait les informations, et je les systématisais. Il était le chasseur, j'étais la gardienne. Je me suis assise à mon vieux bureau massif et j'ai allumé l'ordinateur. L'écran clignota et illumina la pièce d'une lumière blafarde. Ardalion pensait que j'étais une relique poussiéreuse, que je ne savais pas utiliser la technologie. Il avait oublié que c'était moi qui avais mis en place le système de gestion électronique des documents dans notre tribunal alors qu'il apprenait encore à tricher aux examens. Mes doigts se posèrent familièrement sur le clavier. Je me suis connecté au portail de la justice en ligne. Mon accès de consultant était toujours actif. Les juges me demandaient souvent de l'aide pour préparer des extraits d'archives complexes. Maintenant, je ne faisais pas que verrouiller les portes de la maison, j'érigeais une forteresse juridique autour d'elle. J'ai ouvert le modèle de requête pour des mesures conservatoires. Les doigts volaient sur les touches. Demandeur, Ilina Vera Ilinichna, en tant qu'exécutrice testamentaire. Objet, interdiction d'effectuer des actes d'enregistrement sur l'objet immobilier. Fondement. Menace de perte du patrimoine successoral. Article 1172 du Code civil. J'ai joint le scan du testament, qu'Alexei Lvovitch m'avait déjà envoyé, et j'ai ajouté un paragraphe sur le statut juridique contesté des constructions. J'ai cliqué sur le bouton au signer avec une signature électronique qualifiée. La signature numérique. Mon épée dans le monde numérique. Le système réfléchit une seconde, puis afficha une notification verte. Demande enregistrée. Numéro d'entrée attribué.
C'est tout. Dans 15 minutes, ce numéro apparaîtrait dans la base de données du cadastre. Toute tentative de vendre, de donner ou de démolir la maison serait automatiquement bloquée par le système. Si Ardalion se présentait ici avec un bulldozer, il violerait non seulement ma parole, mais une ordonnance du tribunal. Et ce n'est plus une querelle de famille, c'est un article du code pénal. En expirant, je me suis adossé au dossier de ma chaise. Mes mains, posées sur le bureau, ne tremblaient pas. Je ressentais un calme étrange, comme si j'étais revenu au travail après de longues vacances. Maintenant, le coffre-fort. Il était caché derrière un faux panneau sur l'une des étagères. Piotr ne faisait pas confiance à l'électronique pour de telles questions. Une bonne vieille serrure mécanique. J'ai composé la combinaison, la date de notre mariage et le numéro de l'article de loi en vertu duquel nous avions gagné notre première affaire commune. Clic, la lourde porte céda. À l'intérieur se trouvait un seul et unique dossier en carton gris épais. Il ne portait aucune inscription. Je l'ai sorti, sentant le poids du papier. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était un contrat, papier épais, filigrane, contrat de vente d'un terrain et d'objets immobiliers. Acheteur, SARL Prominvest. Vendeur, Ardalion Petrovitch Ilin, par procuration. J'ai tourné la page, parcourant des yeux les clauses standards, à la recherche d'un piège. Ardalion voulait vendre le terrain pour une usine, ça, je l'avais déjà compris. Mais pourquoi Piotr avait-il dit qu'Ardalion m'avait piégé? Et c'est là que je l'ai vu. Annexe numéro 3 au contrat. Accord de location-exploitation et de responsabilité opérationnelle. Je me suis plongé dans les petits caractères, et le froid que j'avais ressenti dans le bureau du notaire me parut une légère fraîcheur comparée à l'horreur glaciale qui me saisit alors. Selon cette clause, après la vente du terrain, le droit de propriété passait à l'usine, mais l'utilisateur est la personne responsable de l'état du sol et des eaux souterraines pendant la période de préparation à la construction, pour une durée de 5 ans, était désigné comme étant le résident actuel. C'est-à-dire moi. Ardalion ne vendait pas seulement la maison, il la vendait pour en faire une décharge chimique. Mais le plus terrible était ailleurs. Le contrat stipulait que toutes les amendes écologiques, les coûts de remise en état et de nettoyage du territoire contaminé incomberaient à l'utilisateur responsable. Il savait que l'usine prévoyait de déverser ses déchets ici avant même le début officiel de la construction. Et il avait rédigé le contrat de telle manière que, lorsque le parquet écologique viendrait enquêter et trouverait des toxines ici, une procédure pénale serait engagée non pas contre le groupe chimique, ni contre lui, qui avait reçu l'argent. La procédure aurait été engagée contre moi. Le dossier contenait un autre document. Projet épicentre. Une carte des eaux souterraines. Des flèches rouges indiquaient que les déchets de la future usine s'écouleraient directement dans la rivière de la ville, empoisonnant la prise d'eau. Mon fils ne voulait pas seulement me mettre à la rue. Il prévoyait de faire de moi le bouc émissaire d'une catastrophe écologique pour couvrir sa transaction. Il était prêt à envoyer sa propre mère en prison pour s'acheter une place au Parlement régional. J'ai fermé le dossier. Le bruit du rabat qui se referme a sonné comme un coup de feu. J'ai passé la main sur le carton rugueux. Je n'étais plus une mère. J'étais une plaignante. Et une plaignante n'a pas de sentiments familiaux. Une plaignante n'a que des preuves. Le bruit d'une voiture qui approchait me tira de ma torpeur. Le gravier crissait sous les roues de manière trop agressive. C'est ainsi que conduisent les gens qui sont convaincus que la terre sous leurs pieds leur appartient de droit de naissance. Je regardais par la fenêtre à travers la fente des stores. Le SUV noir d'Ardalion, suivi d'une Lada déglinguée avec un autocollant ouverture de serrure 24 juillet et d'une autre voiture, une berline argentée que je ne reconnus pas. Ils étaient arrivés plus tôt que prévu. Ardalion, Lilia, un petit homme chétif avec une mallette à outils et un autre, grand, en manteau gris, avec un porte-document en cuir sous le bras. Un spécialiste, devinais-je. Un avocat qu'Ardalion avait traîné pour m'intimider avec des termes que je connaissais mieux que la table de multiplication. Je ne suis pas descendu les rejoindre. Je suis resté dans le bureau, observant la scène par la fenêtre, comme un général depuis sa colline. Ils se sont approchés du perron. Ardalion a dit quelque chose brusquement au serrurier, en désignant la porte. Celui-ci a hoché la tête, s'est accroupi et a sorti ses crochets. Lilia se tenait à côté, tapant impatiemment du talon sur les vieilles planches de la véranda. Mais soudain, le serrurier s'est figé.
Il s'est lentement redressé et a montré une feuille de papier que j'avais collée avec du ruban adhésif à la porte 20 minutes plus tôt. Une simple feuille A4, insérée dans une pochette plastique pour ne pas être mouillée par l'humidité. Ardalion a arraché la pochette, l'a portée à ses yeux. J'ai vu son dos se tendre. Il a mis le papier sous le nez de l'homme en manteau gris. Celui-ci a parcouru le texte des yeux, et j'ai vu son visage changer. D'arrogant, il est devenu soucieux, presque effrayé. Il a dit quelque chose à Ardalion en secouant la tête. Ardalion s'est mis à crier, agitant les bras, mais l'avocat a reculé d'un pas, comme s'il avait peur d'être contaminé par l'échec. Je savais ce qui était écrit là. C'était une copie de la notification du tribunal avec le cachet électronique de réception. Saisie des biens dans le cadre de l'affaire de succession numéro. Et une petite note en bas, que j'avais ajoutée de ma propre main, citant l'article du Code pénal sur l'usurpation de fonction et la violation d'une interdiction judiciaire. Le serrurier, entendant des bribes de la conversation, a rangé silencieusement ses outils dans sa boîte, a marmonné quelque chose comme « je ne joue pas à ces jeux-là » et s'est dirigé vers sa voiture. Lilia lui a crié dessus, mais il ne s'est même pas retourné. Ardalion est resté sur le perron, serrant ma feuille dans son poing. Puis il a levé la tête et a regardé droit vers la fenêtre de mon bureau. Nos regards se sont croisés, bien qu'il ne puisse pas me voir derrière les stores. Il savait que j'étais là. Une minute plus tard, mon téléphone portable a sonné. Ouvre. Maman. Nous devons parler. Je suis descendu. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté, barrant le passage de mon corps. Vous n'entrerez pas dans la maison, ai-je dit calmement. Conformément à l'ordonnance du tribunal, l'accès des tiers est restreint jusqu'à l'inventaire. Des tiers? Lilia suffoqua d'indignation. Je suis la femme de ton fils. Juridiquement, dans le cadre d'une affaire de succession, vous êtes un tiers n'ayant aucun droit sur l'objet du litige, ai-je articulé. Et toi, Ardalion, tu es une partie intéressée. L'homme au manteau gris tout sauta délicatement. Ardalion Petrovitch, votre mère, a formellement raison. Si nous entrons de force maintenant, cela sera considéré comme une violation d'une ordonnance judiciaire. C'est une infraction administrative, au minimum. Et compte tenu de votre statut. Ardalion grinça des dents. D'un geste, il ordonna à Lilia et à l'avocat de retourner à la voiture. Maman, il changea de ton. Sa voix prit ces notes veloutées dont il usait pour charmer les électeurs lors des réunions. Il s'approcha, essayant de me prendre la main. Je ne l'ai pas retirée, mais ma paume resta froide et indifférente. Maman, pourquoi ce cirque? Tu es à la retraite. Pourquoi as-tu besoin de ces tribunaux, de ce stress? Tu es fatigué. Regarde-toi. Il parlait doucement, me regardant dans les yeux avec cette fausse sollicitude filiale qui me donnait la nausée. J'ai déjà trouvé un appartement. En centre-ville, 2e étage, vue sur le parc. Rénové, meubles neufs. Tu vivras comme une reine. Signe juste la renonciation à la succession en ma faveur. Je m'occupe de tout. Tu n'auras même pas à te déplacer. Renonciation, ai-je demandé, feignant le léger trouble d'une femme âgée qui ne comprend pas tout à fait de quoi il s'agit. Mais Ardalion, la procédure est compliquée. Le formulaire 12B exige une contre-signature du cadastre. Tu l'as obtenu? Ardalion éclata de rire, un rire soulagé et condescendant. Oh, maman, quel formulaire 12B? Personne ne regarde ces paperasses de nos jours. J'ai mes contacts là-bas. Tu signes un formulaire vierge, et nous nous occupons de le remplir. Tu sais comment ça se passe. Je sais, ai-je hoché la tête. Je sais que sans vérification cadastrale, toute transaction foncière dans une zone de protection des eaux est nulle. Et notre terrain, mon fils, se trouve précisément dans une telle zone. Le sourire disparut de son visage. Tu te moques de moi, siffla-t-il. J'ai déjà pris l'argent. Tu comprends, l'avance a été dépensée. Je dois conclure l'affaire cette semaine, sinon les investisseurs. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut plaisanter. Et moi, suis-je quelqu'un avec qui on peut plaisanter, ai-je demandé doucement. Ardalion recula, comme si je l'avais frappé. Quelque chose de nouveau passa dans ses yeux. Pas de l'irritation, mais de la peur. Une peur authentique, poisseuse, celle d'une bête traquée. Il comprit que je ne faisais pas que m'obstiner. Je savais.
Tu le regretteras, lança-t-il en se retournant. Tu crois que tes paperasses te sauveront? J'ai des ressources dont tu n'as même pas idée. On va tout te couper. L'électricité, l'eau, l'oxygène. Tu ramperas toi-même. Il se dirigea vers la voiture. Lilia était déjà à l'intérieur, tapant furieusement sur son téléphone. L'avocat en manteau gris s'attarda pour ouvrir la portière à Ardalion. Et à ce moment, alors qu'il se penchait, les pans de son manteau s'écartèrent, et je vis la plaque d'immatriculation de sa berline argentée. À 567 MP 99. Ma mémoire. Ma mémoire professionnelle, qui conservait des milliers de numéros de dossiers et de noms de famille, se déclencha, donnant le résultat. Ce numéro, je l'avais vu dans des rapports il y a 5 ans. Affaire de fraude aux appartements de vétérans. Un avocat radié du barreau pour falsification de procuration. Ardalion, les jeux appelés. Il se retourna, la main déjà sur la poignée de la portière. Quoi encore? Ton avocat. J'ai fait un signe de tête vers l'homme en gris. Dis-lui que s'il se présente encore sur le seuil de ma maison, j'enverrai au barreau une demande concernant son statut et une copie du jugement d'il y a 5 ans. Je pense que sa peine avec sursis n'est pas encore prescrite. L'homme en gris se figea. Il tourna lentement la tête vers moi, et son visage prit la couleur de l'asphalte sur lequel il se tenait. Il me reconnut non pas comme la mère d'un client, mais comme la Vera de fer de la chancellerie, qui lui avait un jour renvoyé sa requête avec la mention aux signatures non conformes au spécimen. Il chuchota quelque chose rapidement à Ardalion en montant dans la voiture. Ardalion me regarda avec haine, mais ne dit rien. La portière claqua, le moteur rugit, et le cortège démarra en trombe, soulevant un nuage de poussière. Je suis resté sur le perron. Ma petite victoire avait un goût amer. Ardalion était désespéré. Il avait recours à un escroc radié du barreau parce qu'aucun avocat honnête n'aurait accepté une affaire aussi sale. Cela signifiait que tout document préparé par cet homme était juridiquement vulnérable. Mon fils n'était pas seulement négligent, il était en panique. Et la panique pousse les gens à commettre des erreurs. Il ne me restait plus qu'à attendre et à les consigner. Je suis rentré dans la maison et j'ai verrouillé la porte à double tour. Mais maintenant, je savais qu'il reviendrait, et la prochaine fois, il ne viendrait pas avec des papiers. Ardalion avait mentionné des investisseurs, ceux avec qui on ne peut plaisanter. Je suis monté au bureau. Je devais en savoir plus. Qu'est-ce que ce qu'un Prominvest? Qui se cachait derrière ces gens et pourquoi était-il si pressé? Je me suis assise devant l'ordinateur. Ma journée de travail ne faisait que commencer. Le curseur clignotait sur la ligne vide du moteur de recherche, comme un tic nerveux. Je n'ai pas tapé le nom de l'entreprise dans un moteur de recherche ordinaire. J'y aurais seulement trouvé un beau site web avec des photos d'employés heureux et de prairies verdoyantes. Non, j'avais besoin de la vérité, et la vérité ne se cache pas dans les brochures publicitaires, mais dans les archives judiciaires. J'ai ouvert une base de données juridiques et j'ai tapé les SARL qu'un Prominvest dans la barre de recherche. Le système a réfléchi, parcourant des gigaoctets de données. Résultat, 412 documents trouvés. J'ai cliqué sur l'onglet Jurisprudence. La liste des affaires était interminable. Action en réparation du préjudice corporel, action pour violation de la législation sur la protection de l'environnement, action collective des habitants du village de Zarechnaya. Mais presque partout, il y avait la mention « Procédure terminée en raison d'un accord à l'amiable ou affaire classée ». Document scellé à la demande du défendeur. Secret commercial. Ils achetaient le silence, payaient des miettes aux victimes, faisaient taire les fonctionnaires et continuaient à empoisonner la terre. Mais je connaissais une faille. Les affaires administratives, contrairement aux affaires civiles, restent accessibles au public plus longtemps, et il est plus difficile de les effacer complètement de la base de données, surtout si l'on connaît le numéro du procès-verbal initial. J'ai commencé à creuser plus profondément, en utilisant des filtres par date et par région. 1 heure, 2 heures. Mes yeux étaient fatigués, mon dos endolori, mais je ne m'arrêtais pas. Et enfin, j'ai trouvé. Une décision du tribunal d'arbitrage datant de 5 ans. Une petite amende pour violation des règles d'élimination des déchets de première classe de dangerosité. En annexe, il y avait une liste de produits chimiques, mercure, cadmium, phénol. J'ai comparé cette liste avec la carte du projet épicentre que j'avais trouvée dans le coffre de Piotr. Tout concordait.
Il ne construisait pas seulement une usine, il cherchait un endroit bon marché pour enfouir ce qui ne pouvait être recyclé. Et notre terrain, avec ses anciennes cavités karstiques, était idéal pour cacher le poison profondément sous terre. Seulement voilà, ces cavités étaient reliées à l'aquifère de la ville. Si Ardalion vendait la maison, d'ici un an, la moitié de la ville boirait une eau au goût de phénol, et sur le papier, la coupable, ce serait moi. Soudain, l'écran de l'ordinateur s'est éteint. Le bourdonnement de l'unité centrale a cessé. La lampe sur mon bureau a clignoté et s'est éteinte. L'obscurité et le silence se sont installés dans la maison, seulement troublés par le bruit de la pluie sur le toit. J'ai actionné l'interrupteur. Rien. J'ai regardé par la fenêtre. Chez les voisins, la lumière était allumée. Ce n'était donc pas une panne. J'ai sorti mon téléphone. Un message d'un numéro inconnu s'est affiché à l'écran, nous avons une panne technique. L'équipe interviendra dans 3 jours. Ou alors, signe les documents, et le courant sera rétabli dans 5 minutes. Ardalion. Il était passé des menaces aux actes. Il pensait qu'une vieille femme aurait peur du noir, que sans électricité ni chauffage, je céderais. Il avait oublié que j'avais survécu aux années 90, quand les délestages étaient la norme et que nous, au tribunal, tapions les jugements à la machine à écrire à la lueur des bougies. J'ai trouvé une lampe de poche dans un tiroir. Le faisceau de lumière a arraché à l'obscurité les étagères remplies de codes. Je me suis approché de l'étagère où étaient conservées les vieilles collections des bulletins municipaux. Année 1982. Décret du conseil municipal numéro 45B. Je l'ai trouvé. Une page jaunie, sentant le temps. Sur le statut des objets contenant des archives d'importance nationale. À cette époque, ma maison, qui appartenait alors à la ville, servait de dépôt temporaire pour les archives du bureau de l'état civil du district, et ce statut n'avait jamais été officiellement révoqué. Selon le point 4, la coupure des services vitaux de tels objets sans l'accord écrit du procureur de la région est interdite. J'ai composé le numéro du service d'urgence du réseau électrique. Allô, service de répartition. La voix de la jeune femme à l'autre bout du fil est hélas. Ici Ilina Vera Ilinichna, 12 rue Sadovaya. On m'a coupé l'électricité. Vous avez des arriérés ou ce sont des travaux planifiés? Attendez. Mademoiselle, notez ce numéro, les jeux interrompus de mon ton judiciaire, celui qui glaçait habituellement le sang des secrétaires. Décret du conseil municipal du 12 mars 1982, numéro 45B. Article 215.1 du Code pénal. Cessation ou limitation de la fourniture d'énergie électrique. Votre chef, Monsieur Sidorov, sait-il que la coupure d'un objet ayant le statut de dépôt spécial est passible de 5 ans de prison? Un silence s'est fait au bout du fil. Quel dépôt? Demanda la jeune femme, déconcertée. D'archives. Vous avez exactement 1 heure pour rétablir le courant. Sinon, dans 1 heure et 1 minute, j'appelle le procureur de permanence et je lui dicte une plainte pour l'ouverture d'une procédure pénale, et je donnerai votre nom en tant que complice. Le temps est compté. J'ai raccroché. 40 minutes plus tard, l'ampoule au plafond a clignoté et s'est allumée d'une lumière jaune et stable. L'ordinateur a bipé en démarrant. Ardalion pensait qu'il dirigeait la ville, mais la ville est dirigée par des règlements, et je les connaissais mieux que personne. Mais je comprenais que ce n'était qu'un répit temporaire. Je suis allé à la cuisine pour me faire un thé. Mes mains tremblaient quand même un peu, non pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline. Et c'est là qu'on a frappé doucement à la porte. Pas agressivement comme dans la journée, mais timidement, à peine audible. Je me suis approché de la porte sans l'ouvrir. Qui est là? Vera Ilinichna. C'est Angelina, l'assistante de Lilia. Je me suis figé. La jeune fille qui courait toujours derrière ma belle-fille avec une brassée de sac, dont les yeux étaient toujours rouges de manque de sommeil et de larmes. Pourquoi est-elle là? Un piège? Je suis seul, a-t-elle chuchoté de l'autre côté de la porte. S'il vous plaît, c'est important. J'ai entrouvert la porte sans enlever la chaîne. Angelina se tenait sur le perron, trempée par la pluie, dans un imperméable fin. Elle grelottait. Dans ses mains, elle serrait une petite clé USB. Prenez. Elle m'a tendu la clé à travers l'entrebâillement. Lilia, elle est furieuse en ce moment. Il pense, avec Ardalion Petrovitch, que vous dormez ou que vous êtes sans électricité. Qu'est-ce que c'est,
ai-je demandé en prenant le plastique froid. Il falsifie votre signature, a dit rapidement la jeune fille, regardant derrière elle dans la rue sombre. En ce moment même, Ardalion a trouvé un graveur. Ils font un fac-similé. Ils veulent faire un contrat de donation antidaté, comme si vous l'aviez signé il y a une semaine, avant la mort de Piotr Sergueïevitch, pour contourner votre interdiction judiciaire. Je regardais cette jeune fille effrayée et je me revoyais 40 ans plus tôt, aussi naïve, croyant en la justice, mais écrasée par le pouvoir des puissants de ce monde. Pourquoi m'aides-tu, ai-je demandé. Angelina a reniflé. Lilia m'a licencié aujourd'hui. Elle a dit que j'avais acheté le mauvais champagne et elle m'a jeté une chaussure à la figure. Elle eut un sourire amer. Je vous ai entendu leur parler tout à l'heure. Vous êtes la seule dont ils ont peur. S'il vous plaît, punissez-les. Elle s'est retournée et s'est enfuie en courant, disparaissant dans l'obscurité pluvieuse. J'ai fermé la porte, serrant la clé USB dans ma main. Falsification de signature. L'utilisation d'un fac-similé sur des documents de transfert de droits de propriété immobilière n'est plus une simple escroquerie. C'est l'article 159, partie 4. Montant particulièrement important. Jusqu'à 10 ans. Je suis retourné à l'ordinateur et j'ai inséré la clé USB. Le dossier s'appelait le scan-bas brouillon. J'ai ouvert le fichier. C'était le scan de ce même contrat de donation. La date était celle de la semaine précédente. La signature ressemblait à la mienne. Très ressemblante. Le graveur avait fait du bon travail. Mais ils avaient commis une erreur. Une erreur fatale, stupide, que seul un professionnel remarquerait. J'ai zoomé sur l'image. La couleur de l'encre. Ils avaient utilisé un stylo gel noir. Mais il y a une semaine, le jour qu'ils avaient indiqué sur le contrat, j'étais à l'hôpital avec Piotr, et j'avais signé un consentement à une intervention médicale avec un stylo à billes bleues. Uniquement bleu. Parce que dans les institutions publiques et chez le notaire, les documents à valeur probante sont signés à l'encre bleue, pour distinguer l'original de la photocopie. Cette règle est gravée dans mon subconscient. Je ne porte jamais de stylo noir sur moi. Si je trouve maintenant une copie de ce consentement médical avec la date et l'heure, j'aurai une preuve irréfutable qu'au moment de la prétendue signature du contrat, je ne pouvais physiquement pas utiliser un stylo gel noir, étant en réanimation. Mais le temps pressait. Il comptait enregistrer ce faux contrat demain matin, dès l'ouverture du centre multifonctionnel, en utilisant leur relation pour le faire passer en urgence. Je devais agir en premier, et un plan a germé dans mon esprit. Un plan qui exigeait non seulement la connaissance des lois, mais aussi un talent d'actrice. Demain matin, j'irai moi-même à leur rencontre, non pas pour me rendre, mais pour refermer le piège. Je n'ai pas dormi de la nuit, non pas par peur, mais par concentration. J'étais assise à mon bureau, étalant les documents devant moi comme un jeu de patience. La copie du consentement médical, que j'avais obtenue via le portail électronique de l'hôpital, était posée à côté de l'impression du faux contrat provenant de la clé USB d'Angelina. La différence était évidente, même à l'œil nu, mais pour le tribunal, il me fallait plus que la couleur de l'encre. Il me fallait leur panique. La matinée était grise et humide. L'horloge sonna 9 heures. Les 24 heures que Lilia m'avait données étaient écoulées. Je savais qu'ils viendraient, et ils ne se firent pas attendre. Un crissement de pneus, des claquements de portières. Cette fois, ni serrurier, ni avocat. Seulement Ardalion et Lilia. Ils firent irruption sur le terrain sans même essayer de sonner. Lilia ramassa une pierre et la lança de toutes ses forces contre la fenêtre du salon. Le bruit du verre brisé sonna comme un signal d'attaque. « Sors de là, vieille sorcière » hurlait-elle, son visage habituellement si soigné, déformé par la rage. Le temps est écoulé. Nous avons les documents. La maison est à nous. Je suis sorti sur le perron. Je portais ma robe grise stricte, celle que j'avais portée au travail ces 5 dernières années. Dans mes mains, un dossier. Vous troublez l'ordre public, dis-je calmement, en regardant Lilia lever la main pour un deuxième lancer. Article 20.1 du Code des infractions administratives. Vandalisme mineur. Je me fiche de tes articles, cria-t-elle. Nous sortons tout juste du cadastre. La transaction est enregistrée. Nous avons un contrat de donation avec ta signature. Tu n'es personne ici. Ardalion se tenait légèrement en retrait, respirant lourdement.
Il avait l'air épuisé. Sa cravate était de travers. « Maman, ne complique pas les choses, dit-il d'une voix rauque. La police est en route. Ils vont te sortir d'ici menotté pour occupation illégale de la propriété d'autrui. » J'ai descendu lentement les marches. Un contrat de donation, ai-je demandé. Celui où ma signature est faite avec un stylo gel noir? Ardalion tressaillit. Comment sais-tu? Et la date est le 15, ai-je poursuivi, ne lui laissant pas le temps de se ressaisir. Ce jour-là, Ardalion, j'étais en réanimation avec ton père et je signais un consentement pour une perfusion avec un stylo à billes bleues. Les caméras de surveillance dans le couloir de l'hôpital enregistrent 24h24 et 7h7. Une expertise prouvera la falsification en une seule journée. Et alors, ce ne sera plus un litige civil, mon fils. Ce sera une affaire pénale. Falsification de documents dans le but de s'approprier des biens d'une valeur particulièrement élevée. Lilia se figea. Sa main tenant la pierre retomba. Mais ce n'est pas tout. Je me suis tourné vers ma belle-fille. Lilia, tu tiens tellement à posséder cette maison. As-tu lu le contrat que ton mari a conclu avec Quimprominvest? Quel Quimprominvest? Elle cligna des yeux, perplexe, regardant tour à tour son mari et moi. Ardalion pâlit. Ardalion ne t'a rien dit? J'ai feint une surprise sincère. Il a vendu le terrain pour en faire un dépôt de déchets toxiques. Mais le plus intéressant est la clause de responsabilité. J'ai ouvert mon dossier et j'ai sorti une copie de cette fameuse annexe numéro 3. Lilia. Point 4.2. En cas d'impossibilité de recouvrer les dommages auprès de l'utilisateur responsable principal, c'est-à-dire moi, la responsabilité subsidiaire incombe au conjoint du bénéficiaire ayant donné son consentement notarié à la transaction. Tu as bien donné ton consentement à la vente, n'est-ce pas? Lilia m'arracha le papier des mains. Ses yeux parcouraient les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix tremblait. Ça veut dire, ai-je expliqué d'un ton glacial, que lorsque le parquet écologique trouvera du phénol ici et imposera une amende de quelques millions d'euros, ils ne prendront pas seulement le bureau d'Ardalion. Ils prendront ton salon de beauté, ta voiture, tes bijoux et même cet appartement que vous avez acheté en Espagne. Vous serez en faillite, Lilia, et tu seras poursuivie en justice en tant que complice d'un crime écologique. Lilia leva lentement les yeux vers son mari. L'horreur se mêlait à la fureur dans son regard. Tu m'as dit que c'était juste une vente de terrain pour des cottages, siffla-t-elle. Tu m'as piégé? Lilia, attends, elle bluffe, cria Ardalion, essayant de la saisir par le bras. Ce sont de vieux papiers. Je bluffe? J'ai souri. Appelle ton avocat, celui avec la fausse licence. Demande-lui ce qu'est la responsabilité subsidiaire dans les affaires de contentieux écologiques. L'alliance s'effondrait sous mes yeux. Lilia repoussa Ardalion. Idiot, hurla-t-elle. Tu vas nous perdre tous. Elle se détourna de lui et regarda la maison. Une pensée folle traversa son esprit. Les documents, chuchota-t-elle. S'il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'affaire. Lilia, qu'est-ce que tu fais? Cria Ardalion alors qu'elle se précipitait vers la voiture et sortait un bidon rouge du coffre. On va brûler cette baraque, criait-elle en arrachant le bouchon. On dira que c'est l'installation électrique, l'assurance couvrira tout, et il n'y aura pas d'expertise, pas d'encre, pas de signature. Arrête. Ardalion essaya de l'arrêter, mais elle aspergea le perron d'essence. L'odeur âcre du carburant me frappa les narines, se mêlant à l'odeur de la terre humide. Je restai immobile. Tout se contractait en moi, mais je savais que je ne pouvais pas les arrêter physiquement. J'étais une vieille femme face à deux personnes rendues folles par la peur et la cupidité. Mais j'avais une arme plus redoutable que la force. Lilia sortit un briquet. « Dégage, Vera, me cria-t-elle, ou tu brûleras avec tes paperasses. » À ce moment, je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Ce n'était pas un signal de la police, ni des pompiers. Je sortis calmement mon téléphone, appuyai sur un bouton et le portai à mon oreille. « Alexei Lvovitch, dis-je fort, pour qu'ils entendent. Lancez le protocole 7. » Ardalion se figea. « Quoi? Quel protocole? » Je le regardais avec pitié. « Tu pensais que j'allais rester assise à attendre que vous me tuiez? Le protocole 7 est un terme de notre ancienne pratique judiciaire. L'administration de la preuve en temps réel.
Je tournais le téléphone, l'écran face à eux. Une connexion vidéo était en cours. Le blason du parquet et l'inscription « Enregistrement en cours ». Connexion avec l'enquêteur de permanence pour les affaires particulièrement importantes établies. En ce moment même, dis-je en regardant la caméra, vous commettez une tentative de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour le public. Article 167, partie 2. Jusqu'à 5 ans. Plus une tentative de meurtre, puisque vous savez que je suis dans la maison. Lilia, le briquet à la main, se figea comme une statue de sel. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Ardalion, tu dois prendre la parole à la mairie aujourd'hui, à la réunion municipale sur l'écologie. Il se taisait, regardant le téléphone comme un serpent. Je n'appelle pas seulement l'enquêteur, dis-je doucement. J'ai redirigé ce signal. En ce moment même, Ardalion, tu es en direct, mais pas sur l'Instagram de ta femme. Où, chuchota-t-il. Sur le grand écran, dans l'auditorium de l'administration municipale, ai-je répondu. Le gouverneur, la presse et tes électeurs y sont assis en ce moment. Ils attendent ton discours sur une ville propre, et ils te voient avec un bidon d'essence et ta femme avec un briquet. Dans le silence qui s'était abattu sur le terrain, j'entendis, provenant du haut-parleur de mon téléphone, le bourdonnement lointain et déformé des voix. C'était le brouhaha de la foule dans la salle de réunion. Lilia laissa tomber le briquet. Il tomba dans une flaque d'essence, mais heureusement, ne s'alluma pas. La flamme n'a pas jailli, mais autre chose a jailli. La compréhension dans les yeux de mon fils, la compréhension que sa carrière, sa réputation, sa vie venait de se transformer en cendres. Et pour cela, je n'avais eu besoin d'aucune allumette. Ardalion s'effondra à genoux dans la boue. Son costume de luxe fut instantanément trempé, mais il ne le remarqua même pas. Il fixait l'écran de mon téléphone, où, dans une petite fenêtre, on pouvait voir la salle comble de l'administration. Les gens à l'arrière-plan se levaient. Certains filmaient avec leur téléphone le grand écran qui retransmettait notre scène. Le bourdonnement des voix provenant du haut-parleur s'intensifia, se transformant en une tempête. « Éteins » a-t-il haleté, tendant vers moi des mains tremblantes. « Maman, je t'en supplie, éteins. Je te donnerai tout. La maison, le terrain, tout, mais éteins. » Lilia se tenait là, les mains sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle reculait lentement vers la voiture, comme si elle espérait que si elle sortait du cadre, elle disparaîtrait de la réalité. Je n'ai pas éteint la transmission. Je tenais le téléphone fermement, comme je tenais le sceau sur les jugements. Tu n'as pas compris, Ardalion, ai-je dit. Et ma voix, amplifiée par les haut-parleurs de la salle de la mairie, a sonné comme le glas. Ce n'est pas une négociation, c'est une confrontation. J'ai fait un pas vers lui. L'odeur d'essence flottait toujours dans l'air, se mêlant à l'odeur de sa peur. Tu étais prêt à brûler la maison que ton père a construite. Tu étais prêt à empoisonner la ville où tu as grandi. Et pourquoi? Pour de l'argent, que tu avais déjà en suffisance. Je devais le faire, a-t-il soudain crié, sombrant dans l'hystérie. Les larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la boue. Il m'aurait tué. Les investisseurs. Ce ne sont pas de simples hommes d'affaires, maman. Ce sont des bandits. Je leur ai emprunté de l'argent pour ce projet, si je ne leur donne pas le terrain. Il s'est effondré en sanglots, le visage dans les mains. Un homme pathétique, brisé, non pas un politicien, non pas un maître de la vie, mais un garçon effrayé qui s'était laissé prendre au jeu des grands. Les bandits ne font peur qu'à ceux qui vivent en dehors de la loi, ai-je répondu. Et moi, je vis selon la loi. Et maintenant, mon fils, tu vas vivre selon elle aussi. J'ai tourné la caméra vers moi. Monsieur le procureur de la région, me suis-je adressé à mon interlocuteur invisible de l'autre côté de la liaison. Moi, Ilina Vera Ilinichna, déclare officiellement une tentative d'incendie criminel et une menace de mort. Tous les présents dans la salle de l'administration sont témoins. Je demande que cet enregistrement vidéo soit considéré comme une preuve officielle, et je demande également que soient joints au dossier les documents relatifs à la transaction foncière illégale et à la menace écologique, dont j'ai déjà envoyé des copies sur votre serveur. Une voix stricte et autoritaire retentit dans le haut-parleur. Je l'ai reconnu. C'était le procureur régional lui-même qui, je le savais, assistait à la réunion. Déclaration reçue, Vera Ilinichna. Une patrouille de police et une équipe d'enquêteurs sont déjà en route. Personne ne doit quitter les lieux du crime.
Ardalion a relevé la tête. Dans ses yeux, la dernière lueur d'espoir s'était éteinte. Il a compris que c'était la fin. Pas seulement un scandale. C'était la prison. Lilia, en entendant parler de la police, a poussé un cri et s'est précipitée vers la voiture. « Je n'ai rien à voir là-dedans » criait-elle en tirant sur la poignée de la portière. « C'est entièrement de sa faute. Il m'a forcé. Je suis juste sa femme. » Elle a sauté au volant, a démarré le moteur. Le SUV noir a rugi. « Lilia, arrête » a crié Ardalion, essayant de se relever, mais ses pieds glissaient sur l'herbe mouillée. La voiture a démarré en trombe, projetant des mottes de terre. Elle fonçait vers le portail, sans se soucier du chemin, droit sur les parterres de pivoine que Piotr aimait tant. Mais je n'ai même pas bougé. Je savais ce qu'elle ignorait. La voiture a parcouru une vingtaine de mètres et soudain, comme si elle avait heurté un mur invisible, elle a fait une embardée et a calé. Lilia tournait la clé de contact, frappait le volant, mais le moteur restait silencieux. Je me suis approché lentement du véhicule immobilisé. Lilia se débattait à l'intérieur comme un oiseau en cage, tirant sur les portières verrouillées. L'électronique, ai-je dit calmement, la regardant à travers la vitre. Les voitures modernes sont si vulnérables. Ardalion s'est enfin relevé et, chancelant, s'est approché de moi. « Que as-tu fait » a-t-il demandé d'une voix sourde. « Hier, ai-je répondu, sans le regarder, quand j'ai déposé la demande de mesures conservatoires, j'ai inclus dans l'inventaire des biens ce véhicule. Il est enregistré à ton nom, Ardalion. Il est donc soumis à la saisie jusqu'à ce que les circonstances soient éclaircies. » J'ai sorti de ma poche un deuxième téléphone, le vieil appareil à touche de Piotr. Et j'ai aussi appelé la société de leasing. Je les ai informés que le véhicule était en danger de destruction et utilisé pour commettre un crime. Ils ont une fonction de blocage du moteur à distance par satellite. Je leur ai simplement demandé de l'activer. Ardalion me regardait comme une extraterrestre. « Tu avais tout calculé. » « Non » ai-je secoué la tête. « J'ai simplement lu le contrat de leasing. » Point 8.4. Droit du bailleur d'arrêter de force le véhicule en cas de menace de sa perte. Vous ne lisez jamais les petits caractères, mon fils. C'est là votre problème. Au loin, on entendit le hurlement des sirènes. D'abord faible, puis de plus en plus fort et insistant. Des lumières bleues et rouges clignotèrent à travers les arbres. Lilia, dans la voiture, cessa de se débattre et resta assise, le visage dans les mains. Ardalion laissa tomber ses épaules. « Pourquoi, maman » a-t-il demandé doucement. « Tu aurais pu simplement nous donner la maison. Nous t'aurions donné de l'argent, tu aurais vécu tranquillement. Pourquoi nous as-tu détruits » Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de triomphe dans mes yeux, seulement de la fatigue et une profonde tristesse ancienne. Je ne vous ai pas détruit, Ardalion. Je vous ai sauvé de vous-même, de ce que vous étiez devenu. L'argent, le pouvoir. Ils ont dévoré ton âme. Peut-être que là où tu te retrouveras, tu auras le temps de réfléchir et de te souvenir que tu es le fils de Piotr et Vera Ilin. Des gens qui ont servi la loi, pas vendus. Les voitures de police sont entrées dans la cour. Des hommes en uniforme en sont sortis. J'ai reconnu un visage, le chef du commissariat de district, le colonel Semyonov. Il y a une vingtaine d'années, je lui avais appris, alors jeune lieutenant, comment rédiger correctement les procès-verbaux d'inspection. Il s'est approché de moi, a retiré sa casquette. Vera Ilinichna, a-t-il salué respectueusement, mais avec une pointe d'embarras. Nous avons reçu un signal. Tout est enregistré, Andreï Petrovitch. Je lui ai tendu le téléphone avec l'enregistrement. Tentative d'incendie criminel. Menace. Pièce à conviction, le bidon d'essence et le briquet sur le perron. Je vous prie de procéder à la saisie selon toutes les règles. Et s'il vous plaît, j'ai fait un signe de tête vers Ardalion, lisez-leur leurs droits. Clairement et distinctement, pour qu'il n'y ait pas de plainte pour vice de procédure par la suite. Semyonov a hoché la tête et s'est tourné vers ses hommes. Arrêtez-les, sécurisez la scène de crime. Faites venir des témoins. Je me suis écarté, près du vieux pommier. J'ai vu les menottes se refermer sur les poignets de mon fils. J'ai vu Lilia, en larmes, être sortie de la voiture. Mais ce n'était pas encore la fin. Il restait un dernier coup à porter, le plus terrible, celui qui détruirait non seulement leur liberté,
mais le fondement même de leur cupidité. L'enquêteur du parquet, un jeune homme à lunettes, s'est approché de moi. Vera Ilinichna, nous devons saisir les documents de la maison pour les joindre au dossier. Bien sûr, ai-je dit, mais il y a une nuance. J'ai ouvert mon dossier et j'en ai sorti une vieille feuille de parchemin jauni. Ce n'était pas une copie, c'était l'original. Qu'est-ce que c'est, a demandé l'enquêteur. Ceci, jeune homme, ai-je dit en lissant le papier, est un acte de vente de 1898. Le document de propriété initiale du terrain sur lequel cette maison est construite. Mon arrière-grand-père a acheté ce terrain à la municipalité. Ardalion, qu'on menait à la voiture de police, a entendu et s'est retourné. Quelle différence, a-t-il crié. Le terrain est quand même à moi par testament. Non, Ardalion, ai-je dit fort. Pas à toi, et même pas à moi. J'ai pointé du doigt une ligne écrite à l'encre pâlie mais encore lisible. Il y a des conditions ici, ce qu'on appelle un intérêt réversible. Le terrain a été transféré en propriété privée à condition d'être utilisé exclusivement pour l'habitation, le jardinage et la bonne moralité. En cas d'utilisation du terrain à des fins industrielles ou autres fins commerciales nuisibles à la société, le titre de propriété est automatiquement annulé, et le terrain retourne à la propriété de la ville. Sans compensation. J'ai regardé mon fils. En signant le contrat avec l'usine chimique, Ardalion, tu as officiellement confirmé ton intention d'utiliser le terrain pour un projet industriel. Tu as toi-même, de tes propres mains, activé cette clause. À partir du moment où tu as signé ton contrat, ce terrain n'appartient plus à la famille Ilin. Il appartient à la ville. Ardalion resta figé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Tu as vendu ce que tu ne possédais déjà plus, ai-je terminé. Tu n'es pas seulement un voleur, mon fils. Tu es en faillite. Et qu'un Prominvest va maintenant poursuivre non pas moi, mais la municipalité, qui se fera un plaisir de récupérer ce terrain pour en faire un parc et étouffer le scandale. On a poussé Ardalion dans la voiture. La portière s'est refermée, le coupant de moi, de la maison, du passé. Je suis resté dans le jardin. La pluie avait cessé. Les nuages se dissipaient, et un faible rayon de soleil perçait à travers eux. J'ai respiré l'air. Il sentait la terre mouillée, les pommes et la liberté. Une liberté amère, lourde, mais une liberté quand même. La vitre de la voiture de police s'est abaissée, et le visage déformé d'Ardalion est apparu. C'est un montage. A-t-il crié, sa voix devenant stridente. Vous avez tout manigancé. La vidéo est un deepfake. Ce papier est un faux. Je sais comment on fait ça. Colonel, arrêtez-la. Elle a mené une surveillance illégale. Article 137 du Code pénal. Violation de la vie privée. Le colonel Semyonov, qui se tenait à côté de moi, s'est frotté l'arête du nez avec lassitude. Ardalion Petrovitch, dit-il calmement, calmez-vous. Je ne me calmerai pas, postillonna mon fils. Elle m'a filmé avec une caméra cachée. Ce sont des preuves obtenues illégalement. Elles n'ont aucune valeur devant un tribunal. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter sur la base d'un faux. Je le regardais avec une pitié froide. Même menotté, il essayait d'utiliser des bribes de connaissances juridiques pour s'en sortir, mais il oubliait encore une fois à qui il avait affaire. La vie privée, Ardalion, prononçai-je en m'approchant de la voiture, s'arrête là où commence la commission d'un crime. Conformément à l'arrêt de la Cour suprême, un enregistrement vidéo réalisé dans le but de constater des actes illégaux et de protéger ses droits ne constitue pas une violation de la vie privée. Je me suis tourné vers le colonel. Andreï Petrovitch. Dans la boîte à gants de la voiture du détenu se trouve un dossier de documents. Le contrat avec qu'un Prominvest. Je suppose que c'est une base suffisante pour ouvrir une enquête pour escroquerie à grande échelle. Après tout, il a vendu un terrain municipal en le faisant passer pour le sien. Semyonov a fait un signe de tête à l'un de ses agents. Celui-ci a ouvert la portière du SUV d'Ardalion, a plongé à l'intérieur et en est ressorti une seconde plus tard avec un épais porte-document en cuir. Affirmatif, mon colonel. Ardalion pâlit. Il comprit que son dernier atout venait d'être abattu. Mais à ce moment, de l'autre voiture de police où Lilia avait été placée, un cri retentit. La porte s'ouvrit et ma belle-fille, échevelée, le mascara coulant, s'échappa des mains d'une jeune policière. « Lâchez-moi, hurlait-elle. Je n'ai rien signé. Je ne savais pas.
Je suis une victime. Elle se précipita vers moi, tombant à genoux dans la boue, salissant ses bas de luxe. Vera Ilinichna. Maman, sanglota-t-elle en s'agrippant au bas de mon manteau. Pardonnez-moi, je ne le voulais pas. Il m'a forcé, il a dit que si je ne l'aidais pas, il me laisserait sans un sou. Je voulais juste sauver ma famille. Je la regardais de haut, cette femme qui, une heure plus tôt, me traitait de relique poussiéreuse et s'apprêtait à brûler ma maison. La famille, ai-je demandé doucement. Tu voulais sauver ton statut, Lilia, et ton argent. Je dirai tout, a-t-elle balbutié, suffoquant dans ses larmes. Je témoignerai sur les comptes offshore, sur les pots de vin, sur la façon dont ils truquaient les appels d'offres. Ne me mettez pas en prison. J'ai un salon de manucure. Qui va le gérer? Elle était pathétique et répugnante dans sa trahison, mais ses paroles avaient un sens. Le témoignage de sa femme était le clou dans le cercueil d'Ardalion. Colonel, ai-je dit en détachant ses mains de mon manteau. La citoyenne exprime le désir de coopérer avec l'enquête. Je pense qu'il faut lui en donner la possibilité. Dans le cadre de l'article 61 du Code pénal, en tant que circonstance atténuante. Semyonov a hoché la tête. Emmenez-la, a-t-il ordonné. Lilia a été relevée et reconduite à la voiture. Elle ne résistait plus, se contentant de sangloter et de marmonner quelque chose à propos d'un avocat. Ardalion regardait la scène à travers la vitre. Sa femme l'avait trahi aussi facilement qu'il m'avait trahi. La boucle était bouclée. Le convoi de police s'est mis en route. Les voitures, gyrophares allumés, sont sorties lentement du portail. Je suis resté au milieu de la cour, entouré d'un silence qui semblait assourdissant après tout ce bruit. Seul l'enquêteur du parquet et quelques experts, qui emballaient le bidon dans un sac en plastique, sont restés avec moi. Vera Ilinichna. L'enquêteur s'est approché de moi. Nous devons inspecter la maison, nous assurer qu'il n'y a pas d'autres surprises. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Entrez. Nous sommes entrés dans la maison. À l'intérieur, c'était calme et frais. Je les ai conduits au bureau. L'enquêteur a sifflé en voyant mes étagères. De sérieuses archives, a-t-il remarqué. Il y en a pour un mois de travail ici. Prenez ce dont vous avez besoin, ai-je dit. Mais je vais garder un dossier. Je me suis approché du bureau et j'ai pris le dossier intitulé Projet Épicentre. C'est une copie. L'original, je l'ai transmis à vos supérieurs par voie électronique. Et ça, c'est pour moi, en souvenir. L'enquêteur a hoché la tête, compréhensif. D'accord, nous aurons terminé ici dans environ 2 heures. Avez-vous un endroit où loger? Peut-être à l'hôtel? Non, ai-je dit fermement. C'est ma maison, et je reste ici. Quand ils sont partis dans les autres pièces, je me suis approché de la fenêtre. Dans la cour se trouvait la berline argentée de ce même avocat sans licence. Apparemment, il s'était enfui à pied, abandonnant sa voiture, quand il avait compris que l'affaire sentait le roussi. J'ai souri. Un autre trophée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Alexei Lvovitch. Allô? C'est fini, Alexei, ai-je dit. Ils sont arrêtés. Un soupir de soulagement s'est fait entendre au bout du fil. Dieu merci, Vera. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai senti la fatigue s'abattre sur mes épaules comme un lourd fardeau. Alexei, j'ai besoin que tu prépares des documents. Lesquels? Pour l'entrée en possession de l'héritage. Non, pour la cession du terrain. Quoi? La voix du notaire a tremblé. À qui? À la ville, ai-je répondu. Comme il était écrit dans l'acte de vente. Mais avec une condition. Quelle condition? Un droit viager d'habitation et d'usage de la maison pour moi, et le statut de monument historique pour le manoir, pour qu'aucun chien ne puisse plus jamais rien construire ici. Ni usine, ni salle de billard. Alexei est resté silencieux. C'est génial, Vera. Tu leur donnes ce qu'ils auraient de toute façon pu prendre par voie de justice, mais tu dictes tes conditions. Tu transformes une défaite en victoire. Ce n'est pas une victoire, Alexei, ai-je dit en regardant la route vide par laquelle on avait emmené mon fils. C'est juste la justice. J'ai raccroché. À ce moment-là, une dépanneuse est entrée dans la cour. Le chauffeur est sorti en regardant autour de lui.
Madame, on vient chercher la voiture, a-t-il crié en désignant le SUV d'Ardalion. Je suis sorti sur le perron. Non, ai-je dit. Le SUV, laissez-le. Il est sous séquestre. Prenez celui-là. J'ai montré le luxueux cabriolet de Lilia qui se trouvait dans le garage. Je me suis souvenu comment elle s'en vantait. Un cadeau de son mari pour sa patience. Et qu'est-ce qu'il a demandé le chauffeur. Il est sous séquestre pour garantir une action civile, ai-je expliqué. Je l'ai déposé hier. Une action en réparation du préjudice moral et en remboursement des frais de traitement. Traitement, s'est étonné le chauffeur. Oui, les nerfs, vous savez, j'ai esquissé un faible sourire. La vieillesse n'est pas une partie de plaisir. Le chauffeur a grogné et a commencé à attacher le treuil. Je regardais la voiture rouge, symbole de la vanité de ma belle-fille, être hissée sur la plateforme. Sur la vitre arrière pendait une peluche, un lapin rose. Il avait l'air ridiculement triste. On l'emmène où a demandé le chauffeur en montant dans sa cabine. À la fourrière, ai-je répondu. Et dites-leur de mettre un sabot, on ne sait jamais, au cas où elle repartirait. La dépanneuse est partie. La cour est devenue définitivement vide. Je suis rentré dans la maison, je me suis assise dans le fauteuil de Piotr. Il était grand pour moi, mais maintenant, j'avais l'impression qu'il m'enlaçait. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de me détendre. Les muscles me faisaient mal, ma tête bourdonnait, mais dans ma poitrine, c'était calme. Cette terrible pression qui me tourmentait depuis les funérailles avait disparu. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le portrait de mon mari sur le mur. Eh bien, Piotr Sergueïevitch, ai-je chuchoté. Nous avons réussi. Les archives sont sauvées. La maison est debout. Et le fils ? Le fils a reçu la leçon que nous n'avons pas pu lui donner dans son enfance. Je savais qu'il y aurait des procès, des procédures longues et épuisantes. Ardalion engagerait des avocats, ferait appel. Lilia verserait des larmes dans des talk-shows. Mais cela ne m'effrayait plus. J'étais dans mon élément. J'étais la plaignante, le témoin et la gardienne. Et j'avais du travail. Je me suis approché de la table, j'ai pris une feuille de papier blanche et un stylo, bleu cette fois, et j'ai écrit en haut de la page, plan de réorganisation des archives. Objectif, création d'un centre d'aide juridique. Si je n'ai pas pu sauver mon fils de la corruption, j'en sauverai d'autres. Ceux qui n'ont pas de voix, ceux qu'on considère comme de la poussière. Je leur donnerai une arme, celle-là même qui m'a sauvé. La loi. 2 mois ont passé. Le lilas a fleuri dans le jardin, remplissant l'air d'un parfum doux et enivrant qui couvrait même l'odeur de vieux papier de mon bureau. Mais maintenant, ce bureau n'était plus simplement un dépôt du passé. Au-dessus du perron était accrochée une nouvelle plaque soignée, Centre municipal d'aide juridique. Réception des citoyens. Mardi. Jeudi. J'étais assise à mon bureau massif, qui était maintenant couvert non pas de dossiers poussiéreux, mais de nouvelles requêtes. En face de moi était assise Maria Ivanovna, ma voisine, serrant un mouchoir dans ses doigts noueux. Vorochka, ils disent que ma pension a été recalculée correctement, mais je vois bien que... Commença-t-elle d'une voix tremblante. Ne vous inquiétez pas, Maria Ivanovna. J'ai pris ces documents avec assurance et j'y ai apposé un tampon. Le bruit sourd et autoritaire du seau sur la table a sonné comme une promesse de protection. Ils ont oublié d'appliquer le coefficient d'ancienneté pour les régions de l'extrême nord. Article 14 de la loi fédérale. Nous déposerons une plainte aujourd'hui même. Je voyais ses épaules se redresser. Pour ces gens, oubliés du système, j'étais devenue non plus une simple voisine, mais la dernière instance. Vera de fer, comme il m'appelait maintenant. La vie avait pris un nouveau cours. Ardalion était en détention provisoire. Les journaux écrivaient chaque jour sur l'affaire du maire adjoint, se délectant des détails de ses comptes offshore et de ses transactions illégales. Il était en prison préventive et, selon les rumeurs, ses avocats changeaient chaque semaine. Personne ne voulait couler avec lui. Lilia avait demandé le divorce juste après son premier interrogatoire, essayant de sauver les restes de sa fortune, mais mes actions en responsabilité subsidiaire avaient gelé ses avoirs. Elle vivait maintenant chez sa mère dans un petit appartement et, dit-on, avait trouvé un poste d'administratrice dans un salon de coiffure bon marché. Je ne jubilais pas. J'observais simplement comment la loi, ce mécanisme impitoyable,
broyait ceux qui avaient tenté de la briser. J'ai bu une gorgée de thé dans une vieille tasse en porcelaine. Le goût était âpre et pur. Je me sentais étonnamment légère. La maison appartenait à la ville, mais j'en étais la gardienne à vie. Personne ne pouvait plus me mettre dehors. Personne ne pouvait démolir ces murs. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. Il y avait là un dossier avec l'inscription Ardalion. Plan de réinsertion. Je l'avais commencé dans un moment de faiblesse, pensant que peut-être, quand il sortirait, dans 5 ou 7 ans, je pourrais l'aider à tout recommencer. J'ai regardé ce dossier, puis je l'ai sorti et, lentement, avec délectation, je l'ai passé dans la déchiqueteuse. Le papier, dans un grincement, s'est transformé en fine lanière. Non, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. La réinsertion, c'est pour ceux qui ont fait une erreur. La trahison n'est pas une erreur, c'est un choix. J'étais libre. Libre des attentes, du devoir maternel de sauver un homme adulte, de la peur de l'avenir. Mon avenir était ici, parmi ces gens qui avaient besoin de moi. On a frappé à la porte. Entrez, ai-je crié. Sur le seuil se tenait le facteur, un jeune homme qui me souriait toujours. Vera Ilinichna, un recommandé pour vous. De Moscou. J'ai signé l'avis de réception. L'enveloppe était épaisse, avec le logo d'un cabinet d'avocats. Représentant les intérêts de SARL Quimprom Invest. Mon cœur a raté un battement, mais seulement une seconde. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier. À l'intérieur se trouvait une assignation, mais pas contre moi ni contre la ville. Action en recouvrement de dommages et intérêts par voie de recours. Demandeur, SARL Quimprom Invest. Défendeur, Ilin Ardalion Petrovitch. Montant de la demande, 1,5 million d'euros. J'ai rapidement parcouru le texte. Mes lèvres se sont étirées en un sourire. Il demandait le remboursement de l'avance et la compensation du manque à gagner. Mais le plus beau était dans la justification, en raison de la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du vendeur, ainsi qu'en raison du fait avéré de faux, signalé par Madame Ilina Vei dans sa déclaration. Et tout à la fin, en petits caractères. Le contrat est considéré comme nul car il manque la signature du témoin du vendeur, obligatoire selon les statuts de la société pour les transactions immobilières dans les zones à risque particulier. J'ai ri d'un rire bas et sec, qui a résonné contre les murs du bureau. Je me suis souvenu du jour où j'avais trouvé le contrat dans le coffre. J'avais remarqué que la case témoin était vide. Ardalion était si pressé qu'il avait oublié de demander à quelqu'un de signer. Et moi, dans ma déclaration au parquet, j'avais, prudemment, comme par hasard, signalé cette irrégularité de procédure. Cette irrégularité lui coûtait maintenant 1,5 million d'euros. C'était le coup de grâce final. Même s'il sortait de prison, il serait redevable à cette société jusqu'à la fin de ses jours. J'ai pris un marqueur et j'ai écrit une grande lettre sur l'enveloppe, J. Pour justice. Puis j'ai ouvert l'armoire et j'ai rangé le dossier sur l'étagère, entre l'affaire de Maria Ivanovna et la plainte pour la défense des droits des consommateurs. Dehors, le soleil se couchait, colorant le ciel de teinte pourpre. J'ai éteint l'ordinateur, éteint la lampe. Ma journée de travail était terminée, mais mon travail ne faisait que commencer. Je suis sorti sur le perron, j'ai respiré l'air frais du soir. Au loin, un chien aboyait, on entendait des rires d'enfants. La vie continuait, et j'en faisais partie. Ni poussière, ni relique, mais un fondement. J'ai ajusté mon châle sur mes épaules et j'ai souri. Eh bien, ai-je dit au silence. Demain, c'est mardi, jour de réception. Il faut se préparer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Vera Ilinichna, la greffière de fer, qui a prouvé que la connaissance de la loi et la force intérieure peuvent écraser même les adversaires les plus apparemment invulnérables. Cette histoire n'est pas seulement un drame sur la trahison familiale. C'est un rappel que la dignité et le professionnalisme sont des armes que l'on a toujours sur soi. Pensez-vous que Vera a bien agi? Après tout, elle a, pour ainsi dire, envoyé son propre fils en prison et l'a privé de tout. Était-ce un acte de justice suprême ou la cruauté d'une mère qui n'a pas pu pardonner la trahison? Ou peut-être était-ce le seul moyen de sauver son âme, en arrêtant sa chute dans l'abîme de la corruption? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Nous sommes très curieux de savoir de quel côté vous vous situez dans ce conflit. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir comment le destin de Vera a évolué, à quelles nouvelles affaires elle a dû faire face dans son centre d'aide juridique,
Et si Ardalion a essayé de la contacter depuis la prison, faites-le nous savoir. Nous serons ravis de continuer à raconter son combat pour la justice. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Votre soutien nous inspire à créer plus de contenu de qualité pour vous. Nous vous souhaitons tout le meilleur. À la fin de cette vidéo, une fenêtre apparaîtra au centre de l'écran. Cliquez dessus pour voir nos autres histoires les plus captivantes.